j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir deux aimables créateurs et intellectuels qui sont Abdelkader Benarab, écrivain, et Hakim Tayabi, journaliste. Benarab, Abdelkader, bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Hakim, bienvenue aussi. Merci Et donc, je commence ce débat par un livre qui vient de sortir aux éditions L'Harmattan, intitulé Islam et immigration, préfacé par M. Paul Balta. Alors, Abdelkader Benarab, tu es l'auteur de ce livre. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre, alors? Il y a un certain nombre de publications que j'ai réunies dans ce livre sur une dizaine d'années à peu près, donc de 91 à 2011, de 1991 à 2011. Donc un certain nombre de contributions dans la presse nationale, dans la presse internationale. Donc ça passe par les journaux nationaux, quelques revues aussi internationales, une revue en Belgique, deux revues françaises, le Monde aussi, le journal Le Monde. J'ai donc rassemblé tous ces articles, toutes ces contributions. Donc j'ai fait une introduction, et puis naturellement il y a une articulation assez importante entre l'ensemble des articles. Je veux dire, il y a une cohérence. Il y a une cohérence, un fil conducteur, mais les thèmes majeurs donc, de ces contributions, elles se situent un peu par rapport à cette immigration aux langues maternelles? Oui, en fait, comme je disais, il y a une articulation, effectivement, il y a une cohérence interne. Donc tous les, si tu veux, tous les thèmes se tiennent et ils sont un peu à proximité. Je parle évidemment de l'immigration, c'est-à-dire de l'exil. Oui. Je parle des langues maternelles aussi, c'est quelque chose de très lié. Tout à fait. Je parle aussi de la littérature de l'immigration et de l'exil, de quelques écrivains exilés et de quelques jeunes nés en France ou arrivés très tôt en France et qui ont écrit des ouvrages, quel que soit le genre, si vous voulez. Ça peut être des romans, de la poésie, des récits de vie, etc. Et généralement, ce sont des récits de vie. C'est tout un programme. On y reviendra. Hakim, exactement. Abdelkader, toi, ta perception de l'immigration, comment est-elle? Je veux dire, toi, tu es universitaire aussi, tu as cette chance d'avoir ce recul nécessaire pour peut-être analyser en profondeur cette immigration. En tout cas, celle qui existe aujourd'hui. On ne va pas revenir sur tout l'historique de l'immigration. Oui, grosso modo, pour revenir un petit peu à ce que disait M. Taïbi, effectivement, la notion d'immigration, la définition de l'immigration a changé. En fait, il y a un glissement sémantique assez important parce qu'il y a un changement derrière ça, sociologique aussi, voire politique, voire psychologique. L'immigration se définissait avant, je veux dire, la définition de l'immigration étant l'expatriation de l'individu pour la recherche du travail. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas d'immigration sans travail. Donc les deux notions sont intimement liées. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens viennent ici, ils laissent derrière eux parfois des situations confortables matériellement, parfois mais enviables, ils viennent ici en Europe, dans une espèce de misère sociale comme ça, mais peut-être de confort moral. Donc c'est le paradoxe. En fait, l'immigration, les gens qui viennent ici, on ne peut plus parler d'immigration comme avant. Je ne sais même pas si on peut, s'il est toujours, je veux dire, pertinent et juste de parler d'immigration. C'est des mouvements migratoires, c'est des mouvements d'exil, et les gens échappent un peu au régime d'obéissance, au régime sévère, sous lesquels donc ils ont beaucoup de mal à s'épanouir, surtout moralement et intellectuellement. Peut-être à trouver même leur place dans la société. Tout à fait. Si je le répète, si les gens, en dépit de la stabilité politique, du moins visible en Algérie, malgré, si vous voulez, les grands projets, des projets gigantesques, industriels, etc. Et si les gens continuent cette hémorragie, cette fuite et toute cette mobilité, c'est qu'il y a certainement un problème et des insuffisances graves au niveau du pays d'origine. Au niveau du pays d'origine, effectivement, et des sources sérieuses, Abdelkader, disent qu'il y aurait au moins 1 demi-million de personnes, d'Algériens, qui ont fui leur pays depuis 15 ans.
c'est énorme. C'est un chiffre qui est un peu, je veux dire, qui est un peu bas par rapport. Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus. Tu penses qu'il est supérieur? Qu'il est supérieur parce qu'il n'y a pas de recensement un peu qui sont vérifiables, qui nous donnent des chiffres exacts, etc. Il y a beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les gens fuient. C'est vrai que, bon, il y a des difficultés, mais une espèce de maladie un peu que les gens ont contractée. Et, je veux dire, quelle que soit sa situation matérielle, quel que soit son statut, si vous lui parlez... Il y a ce désir de partir, si vous lui parlez de l'étranger, il part. Si vous lui offrez un tant soit peu de situation ici, de régularité, il la saisit opportunément et il part. Ça, c'est un problème. Est-ce que ce n'est pas aussi un effet psychologique, je veux dire, un effet médiatique, un effet de publicité, parce qu'aussi, comme le disait un ami journaliste sénégalais, de l'Afrique, où nous nous trouvons, enfin, lui, il parlait comme ça, donc, il y a, si vous voulez, il y a des images qu'on nous vend aussi. La télévision nous vend des images, nous vend toute une illusion. C'est irréaliste tout ça, je veux dire, tout ce qu'on voit à la télévision, c'est vraiment de la fiction. C'est du mensonge, c'est pas la réalité. La réalité, elle est là. On voit bien qu'il y a du chômage et des difficultés pour tout le monde, aussi bien pour les Français que pour ces exilés qui viennent d'Algérie. Donc, il y a tout un mouvement. Il faut que les pouvoirs publics puissent adopter des politiques pour, justement, essayer d'opérer un désancrage psychologique par rapport à ces fuites. Et c'est très grave, je demande. Aussi bien l'intellectuel que l'ouvrier, que le simple citoyen. Tout le monde veut fuir. Même quand on parle avec des professeurs d'université, avec des journalistes, effectivement, ce qu'il faut regarder, c'est que les causes du départ, en fait. Ça, c'est très important. À mon sens, comme je le disais, les gens partaient pour rechercher du travail. Donc, on n'est plus dans cette logique-là, dans cette dynamique, si vous voulez, de recherche du travail. Les gens sont matériellement à l'aise. Pour du moins pas mal de gens, pour quelques-uns. Alors pourquoi partent-ils? C'est là, en fait, la question. J'allais dire, c'est une question ontologique. Pourquoi partent-ils? Il y a un malaise, en fait. Il y a un malaise de l'être, donc. Ce malaise est dû au sentiment que les gens, qu'il n'y a pas une injustice sociale, qu'il n'y a pas une égalité, qu'il y a des passe-droits, qu'il y a de la corruption. C'est par rapport à cet ensemble, si vous voulez, de facteurs, que les gens veulent partir, que les gens veulent aller respirer ailleurs, dans un autre espace et sous un autre ciel, en fait. Ce n'est pas seulement... Donc le problème n'est pas vraiment un problème économique, n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas dans une conception économique que l'immigration peut être traitée. C'est beaucoup plus psychologique, beaucoup plus individuel, beaucoup plus ontologique même, j'allais dire philosophique, parce que, comme je le disais, les gens... Quand vous parlez, parce qu'on a quand même l'occasion de parler avec les gens, etc., on sent que les gens, ils sont tout à fait à l'aise. Je veux dire, ils ont des voitures, ils ont matériellement, ça matériellement, se passe ils ont un travail bien. et tout ça, mais ils vous disent non, parce que un tel a fait ça, l'autre a pris des milliards, etc. Donc il y a cette espèce d'injustice que les uns sont nantis, les autres le sont beaucoup moins, il y a des passe-droits, etc. Je crois que c'est ça qui fait un peu... Malheureusement, tu es universitaire, ça touche aussi les universitaires qui socialement sont aujourd'hui quand même bien lotis, n'est-ce pas? Alors, de deux ordres, les universitaires. Les universitaires, il y a une espèce de, je veux dire, ils adoptent une espèce, je schématise grossièrement. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ils adoptent une espèce d'attitude, une espèce d'hypocrisie conventionnelle un petit peu, parce que tout le monde se lamente, n'est-ce pas? Oui. Bon, quand vous leur dites que matériellement ils sont bien, parce que les gens vous parlent de rente, donc ils disent que nous sommes des rentiers, ils ont quand même, je veux dire, ils le reconnaissent quand même. C'est le pays qui paye, parmi les pays du tiers-monde et les pays émergents, je crois que c'est les universitaires les mieux payés. Hein. Oui, je crois qu'ils sont très très bien placés. Mais le problème, c'est qu'ils ne travaillent pas. Donc il y a une part aussi de soi. N'est-ce pas? On ne va pas non plus se lamenter et puis toujours dans ces litanies du pouvoir, du gouvernement, d'entre eux ne publient de l'administration. Pas aussi. Il n'y a personne qui publie. Il y a un tarissement, une sécheresse extraordinaire et les gens ne travaillent pas du tout. Il y a une espèce de chape de plomb qui pèse un peu sur le cerveau et ça rend les gens, ça les met dans une espèce d'inanité, dans une espèce, si vous voulez, d'inhibition, je veux dire, extraordinaire, quoi. Et les gens ne produisent pas, ne travaillent pas. Ils ont d'autres occupations. J'ai une autre question. Est-ce que toute cette élite a dans sa tête le projet de retourner au pays?
Oui, c'est une question un peu... philosophique. Oui. Philosophique, oui. Oui, bon, c'est Parce que Hakim le disait tout à l'heure, il disait oui. que lui-même lisait les journaux chaque jour, les médias algériens, hein, qui sont heureusement sur Internet et gratuits. Hein. Donc il y a ce désir d'être là, mais en même temps d'écouter ce qui se passe au pays. Oui, il y a deux retours, si vous voulez. Il y a les gens qui sont partis, je reviens sur ta première partie de la question. Donc tu disais qu'il y a même des gens qui étaient partis à l'époque, ils sont restés en Algérie, et après ils sont revenus. Donc il y a un retour de là-bas aussi. Oui. Il y a un double retour. Quant au retour classique de l'immigré, je crois qu'il s'inscrit dans une espèce de mythologie comme ça. Hein. C'est vraiment un retour mythique. C'est-à-dire que moi j'ai toujours développé, si vous voulez, ce sentiment de retour, par nostalgie, par une espèce de géographie pathétique, parce qu'il y a toute une sentimentalité toute une nostalgie, oui, toute une voilà, histoire, bien sûr, toute qui est une tissée, mémoire aussi. une mémoire qui est tissée, qui me lie indéniablement et intimement avec le pays d'origine, avec la matrice, quoi. Oui. Ça existe. Maintenant, ça c'est au niveau, si vous voulez, du vécu personnel. L'homme a besoin de ce mythe pour vivre. Maintenant, est-ce que ce mythe se réalise? Je suis très circonspect, je suis très... Ce n'est pas évident, quoi. Non, Hein? je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand vous passez 30 ans, 40 ans ici, par exemple, a fortiori, si vous avez des enfants, une famille, etc., le retour pour vous est de l'ordre vraiment ou alors c'est une impression de vacances. Hein, vous partez pour revenir. C'est autre chose. Mais c'est autre chose. Pour le retour, il y a c'est-à-dire de plus en plus, il devient impossible, quoi, voilà, concrètement. Il y a une espèce j'allais dire, de colonie d'implantation, si je peux me permettre ce comparatisme un peu. Hein, la société algérienne ne proteste pas vraiment sur cette impunité des dirigeants du système. Il y a une lassitude générale de toute manière. Les intellectuels eux-mêmes gardent le non, silence. de toute Les manière, moi je ne fais pas ce clivage Oui. de la société. Je ne considère pas comme un segment distinct les hommes au pouvoir et puis le peuple. Non, je crois qu'il y a une articulation, il y a une proximité très étroite et très forte. C'est-à-dire que ces mêmes personnes, quand vous allez à la mairie, vous n'êtes pas obligé de parler du ministre pour avoir, je veux dire, une pièce administrative, etc. Alors que le préposé, là, il vous fait 1000 difficultés pour le faire. Donc, tous les gens sont à peu près frappés de cet esprit, malheureusement, je veux dire, de manque de sincérité, etc. Quand on parlait justement de confiance, de retour de confiance, je crois qu'il faut un certain nombre de critères, et parmi ces critères, il faut la transparence. Il faut que les candidats puissent venir faire leur discours publiquement à la télévision, sur des chaînes de radio ou à la télévision, que les gens les entendent, qu'ils les jugent, et puis qu'ils déclarent publiquement leur patrimoine. Aussi, c'est très voilà, important. ça c'est très important. Tout à fait. Et puis qu'il y ait des critères objectifs, des critères de sincérité. Mais avant, des critères de savoir. Nous, on n'a pas besoin d'ignorants qui viennent avec des sacs d'argent pour s'imposer comme députés. Et qui viennent tout le temps en train des universitaires que je connais qui sont passés députés actuellement et qui sont en train de circonvenir les gens, qui sont en train de tromper et d'arnaquer les gens en faisant des constructions théoriques comme ça. Je n'ai pas... Donc Abdelkader, toi tu dis le mal est aussi dans la société, c'est ça? Le mal est en nous, en nous-mêmes. C'est à nous d'extirper ce mal. C'est à nous, je veux dire, d'être un peu honnêtes. Nous sommes des gens, nous avons une religion. Cette religion, j'allais dire, nous fait un certain nombre de recommandations. Qui est celui de ne pas voler, de ne pas mentir, etc. Alors ces gens qui se drapent, je veux dire, de valeurs républicaines ou de valeurs religieuses ou de valeurs sociales ou intellectuelles ou morales ou philosophiques, et puis qui viennent et qui arnaquent les gens. L'intellectuel, je veux dire, ment aussi bien que le religieux que l'homme politique en Algérie. Tout le monde, malheureusement, est dans le même sac. Donc on a besoin j'allais dire, de nouvelles figures, d'une nouvelle conscience en Algérie. Nous avons besoin de gens qui ne mentent pas, de gens qui sont sincères, qui se mettent à table comme ça et qui parlent, excusez-moi. Tu crois que ces gens-là existent dans la société algérienne? Ils existent. Il y a des barrières. Toi, tu penses qu'ils existent, mais qu'on ne les voit pas. Ils sont marginalisés. Nous avons en Algérie, je veux dire, une énergie extraordinaire, une énergie nationale extraordinaire. C'est des gens, ils ont besoin d'un certain nombre, si vous voulez, de conditions matérielles et morales d'existence
pour pouvoir s'exprimer et dire ce qu'ils ont à dire. Tout le monde n'est pas voleur en Algérie. C'est pas vrai. Oui, Tout le monde Hakim, n'est pas.